le territoire du bassin du Tarim proprement dit, avec ses différentes entités politiques et culturelles telles qu'identifiées au IIIe siècle de notre ère. La cité qui correspond à Kashgar aujourd'hui, à l'extrême ouest, une cité de culture Saka, apparentée aux Sogdiens, scythes, qui parlent donc cette langue nord-iranienne. Un peu plus à l'est, dans les oasis qui sont formées par le Tibet, un autre complexe d'oasis de Khotan, lui aussi de langue iranienne, de langue scythe, Saka. Entre les deux, on a l'oasis de Yarkand, elle aussi formée par un réseau de rivières qui descend de la zone de conjonction entre le Pamir, l'Hindoukouche et le Tibet. En continuant vers l'est, dans l'ensemble de petites oasis, qui étaient sans doute beaucoup plus importants déjà à l'époque de la civilisation des momies, mais aussi dans l'Antiquité, réunissent dans la géographie chinoise sous l'appellation de Shanshan. Un certain nombre de petites entités, notamment l'entité de Lulan, l'oasis de Turfan, autour du bassin spécifique de Turfan, qui est en dehors du bassin du Tarim techniquement. Un peu plus à l'ouest, les complexes d'oasis d'affluents du fleuve Tarim, le Karachar, Koucha, et enfin de Tumshuk. Le fleuve Tarim passe ici et va se jeter là, dans le lac terminal, l'Obnour. Et j'ai mentionné ici le concept assez expressif de Sérendi, qui est l'inverse de l'Indochine. Donc c'est la Chine-Inde. On est resté sur ce protectorat de la dynastie Han au 1er siècle avant notre ère. Et en même temps, on a une influence culturelle qui est avant tout, qui passe parfois par l'école du Tibet et parfois fait le tour et traverse la Bactriane et la Sogdiane et se mélange également de culture hellénistique et de culture indo-bouddhique. Sur toutes nos cartes, j'ai indiqué simplement la ville de Bukhara, en Ouzbékistan actuel, et la ville de Lhasa, la capitale du Tibet. Ici, c'est une échelle de 1000 km. Nous retrouvons nos cités de culture iranienne, sites, Kashgar, Yarkand, Khotan, et les cités de culture tokharienne dans la partie orientale du bassin du Tarim, Turfan compris. Alors, le Tokharistan, peuplé par ces populations Yuezhi, venues probablement des confins du Gansu et du Tarim, ayant colonisé une partie de la Bactriane antique où était en usage l'alphabet grec depuis la conquête hellénistique et depuis la formation du royaume gréco-bactrien en marge de l'empire séleucide. Le Tokharistan et ses tribus vont fonder un nouvel empire, l'empire Kushan, un empire qui va utiliser l'alphabet grec pour noter la langue bactrienne, qui est la langue du peuple local. Cet empire Kushan va très rapidement s'étendre à une partie du nord-est de l'Iran, au Khorasan, mais également à l'Inde du Nord. Et c'est dans ce contexte que les communications commerciales vont amener le bouddhisme et en même temps le système de l'alphabet indien, Brahmi, depuis l'Inde du Nord, depuis Takshila, dans le Gandhara, vers le bassin du Tarim, à travers l'école de la Bactriane, mais également directement entre Tashila et Khotan, Tashila et Yarkand, qui, à vol d'oiseau, sont très proches en réalité, de moins de 600 km. L'environnement, évidemment, du bassin du Tarim est, comme assez souvent, d'une grande complexité, et donc on a aussi l'irruption d'un autre système alphabétique, iranien, l'alphabet Parthe, Pahlavi, dérivé lui-même de l'alphabet araméen du Moyen-Orient. Et cet alphabet va être adopté par les cités-États des oasis de Sogdia, des affluents de la Moudaria et du Sirdaria, qui, pendant plusieurs siècles de l'Antiquité et de l'Antiquité tardive jusqu'à l'aube de l'islam, vont former une confédération sogdienne. Donc on a des espaces qui utilisent des systèmes graphiques différents. L'alphabet grec, qui est l'alphabet en usage dans l'empire bactrien, l'empire Kushan, l'empire des Yuezhi, sites des confins de la Chine, qui ont formé cet empire Kushan. On a les alphabets irano-araméens, celui du monde de l'empire Parthe, qui est submergé par l'empire sassanide, et les sassanides reprennent l'alphabet Parthe pour transcrire le moyen persan, leur langue, mais qui est aussi emprunté par la confédération sogdienne. Donc les Bactriens et les Sogdiens, qui parlent des langues apparentées, des langues iraniennes orientales, utilisent deux alphabets différents. Et les Scythes, qui parlent une langue très apparentée aux Sogdiens, les Scythes Saka de Khotan, de Kashgar, de Yarkand, eux utilisent un tout autre alphabet, l'alphabet Brahmi, importé du Gandhara, du nord de l'Inde. Et cela est dû à l'irruption de la culture bouddhiste qui arrive avec l'alphabet indien. On a par exemple des vestiges avec la stupa mort de Kashgar. Donc on a 4 systèmes graphiques qui se développent dans le Tarim et qui dérivent de l'alphabet brahmi, le khotanais, mais aussi 3 types d'écriture qui transcrivent cette langue tokharienne qu'on commence donc à voir apparaître, mais dont on suppose qu'elle est là depuis 2000 ans. Le tokharien B, le tokharien A et le tokharien C, qui sont associés à 3 oasis principales dans leur
propre langue, l'alphabet ou la langue de Kutcha, l'alphabet ou la langue d'Agni, pas très loin de Turfan, et l'alphabet ou la langue de Lulan, qui en tokarien c'est, ça se dit Krorani. Et puis, on a encore un autre système d'écriture, le sinogramme, qui s'approche peu à peu du bassin du Tarim avec le contrôle par l'empire Han, on l'a dit, du corridor de Gansu qui devient une province. Et les Han sont remplacés par les Wei, qui sont remplacés par les Jin dans l'Antiquité tardive. Donc on a toute cette cohabitation avec cette particularité d'un bassin du Tarim qui utilise un système graphique et en grande partie culturel et religieux issu du monde indien, alors qu'il est entre la Chine et le monde iranien et hellénistique. Alors, les Xiongnu ont continué à progresser vers l'ouest et Xiongnu devient Hun, se transforme à cette époque-là en ce que nous appelons les Huns. Ce bouddhisme se développe dans le bassin du Tarim, et notamment dans la région de Khotan, où on parle des langues iraniennes, des langues scythes. On a ici donc une tête de bodhisattva. On a aussi deux petits éléments iconographiques qui sont beaucoup plus clairement issus du milieu gréco-bouddhique qui se développe dans la Bactriane grecque, puis dans la Bactriane tokarienne de l'Empire Kushan, au 1er, 2e, 3e siècle de notre ère. D'autres hauts reliefs, entre le 5e et le 7e siècle de notre ère, montrent cette influence importante dans l'Antiquité tardive du monde gréco-bouddhique qui se développe dans l'Empire Kushan et qui se poursuit après la chute de l'Empire conquis, renversé par les Sassanides, et les Kushan-Shahs continuent à développer le même système culturel, religieux, artistique. Parmi les chefs-d'œuvre de cette période-là, entre le 4e et le 6e siècle du bouddhisme triomphant dans le Tarim, on a ce Bouddha nimbé dans une mandorle, dans le berceau en forme d'amande, qui provient de la région de Turfan, donc au nord-est du bassin du Tarim, où on écrit le tokarien. Dans une autre région, on écrit justement le tokarien Kutch, les grottes de Kumtura, un grand sanctuaire bouddhiste, un certain nombre d'éléments architecturaux qui sont très clairement d'inspiration indienne, qui proviennent soit du contact direct avec le Gandhara, soit de la maturation par l'espace gréco-bouddhique de l'Empire Kushan. Ici, vous avez une succession de petites statuettes qui représentent des dévatas, des divinités hindoues. On arrive très rapidement dans la deuxième moitié de cette antiquité tardive, avec les Huns. Une confédération se forme à l'endroit où il y avait les Xiongnu, appelés dans les sources chinoises les Chuan-Chuan. Ces Tuan-Tuan se donnent un chef suprême, un prince des princes, un empereur, qui porte pour la première fois le titre de Khakan. C'est un titre qui est appelé à un devenir très long, puisqu'il va continuer à être utilisé jusqu'au 19e siècle, sous la forme diminuée de Khan. Le titre de Khakan apparaît donc dans l'espace peuplé par les tribus proto-turques et proto-mongoles, ce qui va conduire à pousser davantage encore les Xiongnu vers l'ouest, là où ils vont fédérer avec un certain nombre de groupes tribaux issus des peuples scythes nomadisants, des Sakas, et c'est là qu'ils vont former le groupe des Huns, tels que nous les appelons en Occident, ou des Hun, tels qu'on trouve dans les sources iraniennes du monde d'Asie centrale. Et à nouveau, comme les Scythes avant eux, ils vont progresser vers le sud, d'abord en recouvrant la confédération sogdiane, qu'ils n'éliminent pas, mais à laquelle ils se mélangent, et un certain nombre de Huns s'installent en Sogdiane, et puis ils vont fonder l'empire Heptalite, va s'étendre en Bactriane, va traverser l'Hindoue-Gauche, et va dominer même une partie de l'Inde du Nord. Et on va retrouver une dynastie de Huns en Inde du Nord qui s'appelle les Svetahuna. Et donc on retrouve ce même corridor de migration qu'on a déjà vu avec les Scythes et les Yuezhi, qu'on retrouve avec les Huns et qu'on va retrouver systématiquement à différentes époques de l'histoire de l'Asie centrale. Et à nouveau, presque malheureusement, ce mouvement unique ne touche pas directement le bassin du Tarim. Il le touche probablement indirectement, mais il n'y a pas signe, trace d'une occupation, que ce soit les Kidarites, que ce soit les Kionites, que ce soit les Heftalites, que ce soit les Svetahuna. On n'a pas de trace d'une formation d'une principauté ou d'un empire dirigé par des Huns. Ici, un Kidara, qui est pour le Moyen-Orient ou l'Asie centrale, l'équivalent d'Attila pour l'Europe, qui est vraiment le grand chef de la confédération des Huns de son époque en Asie centrale. Alors d'autres exemples de cette expansion culturelle phénoménale du Tarim dans cette époque de l'Antiquité tardive, les grottes de Kızıl, à nouveau dans la région de la grande oasis de Kutcha, du côté oriental, du côté tokarien de la frontière linguistique avec les Iraniens, et on retrouve un certain nombre de motifs. Ici on a des motifs de canard qui sont typiquement d'inspiration sassanide, le grand empire qui domine l'Iran et le Moyen-Orient à l'époque.
Ici, on a encore d'autres motifs qui rappellent le monde sassanide avec des éléments de mythologie iranienne. Ici, un dragon à deux têtes qui est typique de la mythologie d'Asie centrale. Et puis, on a aussi donc une influence indienne qui est à nouveau manifeste avec sa représentation de divinité. C'est héros. Ici, on a une divinité indienne qui est bleue et ça, c'est typique des codes de représentation hindous. Les dieux sont bleus dans la mythologie indienne.